Élèves de première S, bonjour. Dans cette leçon, nous parlons d'énergie. Après avoir précisé ce que l'on entend par point matériel et champ de pesanteur uniforme, nous définirons énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur et énergie mécanique. Nous étendrons ces notions aux solides en translation et nous ferons quelques applications. Nous évoquerons l'énergie mécanique, mais ce n'est que dans la leçon suivante que nous développerons cette idée avec des applications. L'énergie se mesure en joules, de symbole J majuscule, en l'honneur du physicien anglais James Prescott Joule. Le joule étant une unité très petite, on obtient facilement des milliers, des millions, voire des milliards de joules quand on calcule l'énergie de systèmes macroscopiques. Vous aurez l'occasion de rencontrer d'autres unités d'énergie comme l'électronvolt, le kilowattheure, la calorie. À partir du moment où je choisis un solide de référence et une horloge, je dis que j'ai défini un référentiel, R par exemple. Je peux alors choisir une origine spatiale O et trois axes OX, OY, OZ, c'est-à-dire un repère spatial. Le plus souvent, l'horloge est un chronomètre que je déclenche à l'instant T0 égale 0 choisi comme origine temporelle, ce qui me permet de construire un repère temporel unidimensionnel que je mets souvent en abscisse dans les différents graphes que je peux construire. Un point matériel que l'on peut noter P est un objet tout petit, idéalement infiniment petit, comparé aux autres dimensions du problème et ayant une masse M qui, elle, peut être très petite comme très grande. Un point matériel en mouvement possède de l'énergie cinétique EC du fait de sa vitesse. L'expression de l'énergie cinétique est EC égale 1/2 de mv carré. Attention à ne pas oublier le carré dans les calculs. La masse m et la vitesse v s'expriment respectivement en kg et mètres seconde moins 1, unité du système international si l'on veut obtenir EC en joules. Nous venons de voir passer un point matériel décrivant un mouvement rectiligne et uniforme. Mais la définition de l'énergie cinétique reste valable si le mouvement uniforme n'est pas rectiligne, comme ici. Ou si le mouvement rectiligne n'est pas uniforme, comme par exemple ici où la vitesse diminue jusqu'à s'annuler. La formule de l'énergie cinétique est en fait valable quel que soit le mouvement. Précisons un peu les choses en revoyant le mouvement et en prenant une photo à l'instant T. Sur la photo prise à l'instant T, le point matériel a une vitesse instantanée, celle qu'il avait juste au moment de la photo, avant que celle-ci continue à diminuer. Pour être plus précis, nous modifions la formule en écrivant EC de t, c'est-à-dire l'énergie cinétique à l'instant T de la photo, égale 1/2 de m fois v de t, vitesse à l'instant t, au carré. Nous allons étendre ce que nous venons de voir pour le point matériel au solide en translation. En mécanique, un solide est un corps indéformable et la principale différence avec le point matériel, c'est que ses dimensions ne sont plus forcément négligeables. Il est en translation s'il garde toujours la même orientation par rapport au référentiel R au cours de son mouvement. Voici par exemple un mouvement de translation rectiligne. Regardez le solide. Au cours de son mouvement, il garde toujours la même orientation, c'est un mouvement de translation circulaire. Ici, le solide ne garde plus une orientation constante par rapport au référentiel. Il s'agit d'une rotation, à laquelle correspond une énergie cinétique de rotation, EC rot, mais qui n'est pas au programme de première S. Vous avez remarqué que nous avons toujours représenté le centre d'inertie G du solide, car ce point joue un rôle important. En effet, écrivons la formule donnant l'énergie cinétique de translation du solide, EC indice tra égale 1/2 fois la masse du solide fois la vitesse du solide au carré. Nous pouvons alors remarquer que dans une translation, tous les points du solide, et donc le point G aussi, ont même vitesse. La vitesse du solide est donc aussi la vitesse du point G, Vg. Autrement dit, l'énergie cinétique du solide en translation est équivalente à celle qu'aurait le point matériel fictif G situé au centre d'inertie du solide et affecté de la masse m du solide. Comme en première S on n'étudie que l'énergie cinétique de translation, il n'est pas nécessaire de préciser à chaque fois qu'il s'agit d'une translation.
D'autre part, c'est une bonne habitude à prendre que de laisser G en indice de V, mais ce n'est pas obligatoire, cela dépend du contexte de l'exercice. Faisons une petite application. Calculons l'énergie cinétique d'un pétrolier géant de 550 000 tonnes croisant à la vitesse de 14 nœuds et comparons avec l'énergie cinétique d'un gros avion de 550 tonnes volant à la vitesse de 480 nœuds. La correspondance entre nœuds et kilomètres par heure étant donnée. L'énergie cinétique du pétrolier, ECP, est égale à 1/2 fois MP fois la vitesse du pétrolier VP au carré. L'application numérique donne 1/2 multiplié par 5,5 10 puissance 8 car une tonne égale 10 puissance 3 kg, multiplié par 14 fois la valeur du nœud, soit 1,852 kg 10 puissance 3 mètres par heure, donc par 3600 secondes, et je n'oublie pas de mètres au carré. On trouve 14 gigajoules. Remarquez que dans la question suivante, on me demande de comparer cette énergie cinétique avec celle d'un gros avion, mais on ne me demande pas de calculer l'énergie cinétique de l'avion. Je vais donc répondre directement à la question. Très souvent, comparer, c'est calculer un rapport. Ici donc, il faut calculer le rapport des énergies cinétiques et si possible en mettant la plus grande au numérateur afin d'obtenir un résultat plus grand que 1. Si je n'ai pas envie de prendre ma calculette pour savoir quelle est la plus grande énergie cinétique et si je ne suis pas très bon en calcul mental, je peux peut-être me fier à mon intuition. Mais en physique, il faut se méfier de son intuition, on est parfois surpris. Toutefois, puisque le pétrolier est 1000 fois plus lourd que l'avion, je tente le calcul de ECP sur ECA, soit 1/2 de MP VP carré divisé par 1/2 de MA VA carré, ce qui donne MP sur MA multiplié par VP sur VA au carré. L'application numérique donne rapport des énergies égale rapport des masses multiplié par rapport des vitesses que je ne convertis pas au carré, soit 0,85 inférieur à 1, j'ai été mal inspiré. Mais ce n'est pas grave du tout, car je peux quand même dire que l'énergie du pétrolier représente 85% de celle de l'avion, et rien ne m'empêche d'inverser les fractions, soit ECA sur ECP égale 1,2, donc l'énergie cinétique de l'avion est 1,2 fois plus grande que celle du pétrolier. Regardez la planète Terre. Je définis une grande région que j'appelle la zone Z. Dans cette zone Z, je représente le vecteur champ de pesanteur G en 3 endroits différents de la surface terrestre et j'observe que la direction du champ est sensiblement différente. Si je représente le champ de pesanteur à une distance d'à peu près 2 rayons terrestres du centre de la Terre, l'intensité du champ y est considérablement diminuée. Dans la zone Z, le champ de pesanteur qui varie en direction et en intensité n'est pas uniforme. Dans cette leçon de première S, je ne considère que des mouvements dans le champ de pesanteur uniforme. Ce n'est donc pas cette année que j'étudierai le mouvement de satellites autour de la Terre, mais j'en commencerai l'étude en terminale S. De même, je n'étudierai pas par exemple le mouvement d'une météorite éventuelle venant percuter la planète, ce que je pourrais faire après le bac si je poursuis des études scientifiques. Zoomons. Voilà. Et considérons la minuscule zone bleue au voisinage de la Terre que nous appellerons zone Z'. Elle est minuscule à l'échelle de la planète, mais pas à l'échelle humaine, car elle fait par exemple 40 km de long et 20 km de haut. Rezoomons, voilà, et observons le champ de pesanteur à l'intérieur de la zone Z'. Il paraît uniforme. En effet, considérons le champ G indice G tout à gauche de Z' et G indice D 40 km à droite, et comparons. Les deux vecteurs ne font entre eux qu'un angle de 0,36 degrés, ce qui est très faible. De même, comparons l'intensité des vecteurs GB en bas et GH en haut de Z' sur la même verticale, donc collinéaire. Leur intensité ne diffère que de 0,6%.
Dans la zone Z', le champ de pesanteur peut donc être considéré comme uniforme avec une très bonne approximation. Le boulet de canon qui reste dans la zone Z', même s'il va très loin, a un mouvement qui s'effectue dans un champ de pesanteur uniforme, il peut donc être étudié en première S. Plaçons-nous dans la zone Z' au voisinage de la Terre et définissons maintenant l'énergie potentielle de pesanteur. De façon générale, un point matériel P de masse m possède de l'énergie potentielle du fait de sa position. En première S, un point matériel P de masse m possède de l'énergie potentielle de pesanteur EPP du fait de sa hauteur z. Les coordonnées x et y n'interviennent pas. Le repère unidimensionnel OZ suffit. Repérons la cote de référence z égale 0 et choisissons EPP nul si z égale 0. Un point matériel de masse m placé à la hauteur z par rapport à la référence possède l'énergie potentielle de pesanteur EPP égale m fois g fois z. Dans le système international, EPP se mesure en joules, m en kilogrammes, z en mètres et g en newton kilogramme moins 1. 9,8 au sol. Dans le cas d'un solide, posé par exemple sur une surface de cote z égale 0, choisi comme référence, l'énergie potentielle de pesanteur du solide, modélisée par un point matériel de masse m situé au centre de gravité g du solide, est EPP égale mgzg. Faisons une nouvelle application. L'énergie potentielle de pesanteur est choisie nulle en z égale 0, niveau de la mer. Calculons l'énergie potentielle de pesanteur du pétrolier de 550 000 tonnes, sachant que son centre de gravité se trouve 10 mètres en dessous du niveau de la mer, et calculons également celle de l'Airbus volant à 28 000 pieds, la correspondance entre pieds et mètres étant donnée. L'énergie potentielle de pesanteur du pétrolier, EPP-P, est égale à MP fois G fois la cote de GP, centre de gravité du pétrolier. L'application numérique donne EPP-P égale moins 54 gigajoules, ce qui montre que l'énergie potentielle de pesanteur pouvant prendre des valeurs négatives est une grandeur algébrique. De même, EPP-A égale MA fois G fois ZA. Remarquez que pour l'avion, je n'ai pas écrit ZGA mais ZA car les dimensions de l'avion, comparées à l'altitude, 8,5 km environ, font que l'avion est déjà un objet ponctuel confondu avec GA. L'application numérique donne EPPA égale 46 gigajoules. Faisons alors une remarque sur EPP. L'énergie potentielle de pesanteur est définie à une constante près. Si en z égale 0, je fixe la valeur de EPP non plus à 0, mais à EPP 0, différent de 0, égale une constante C, alors l'énergie potentielle EPP s'écrit mgz plus C. Vous allez penser que ce n'est pas satisfaisant pour l'esprit de ne pas définir précisément une grandeur. EPP égale mgz plus une constante qui peut être n'importe quoi. Mais vous allez voir que ce n'est pas un problème, car la grandeur qui intéresse le physicien, plus que EPP, est la variation de EPP, delta EPP. Considérons par exemple un point matériel passant de la hauteur initiale ZI à la hauteur finale ZF. Et introduisons deux définitions de EPP. EPP1 égale mgz plus C1 et EPP2 égale mgz plus C2. Calculons d'abord delta EPP1. Soit EPP1 final moins EPP1 initial, je remplace les EPP1 final et initial par leurs expressions, j'enlève les parenthèses, je simplifie par C1, je factorise et j'obtiens delta EPP1 égale mg delta z. Le calcul de delta EPP2 est exactement le même, il se passe avec C2 ce qu'il s'est passé avec C1 et on retrouve le même résultat. La variation d'énergie potentielle delta EPP ne dépend pas de la constante C. On appelle l'énergie mécanique d'un système la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle, soit 1/2 de mv² plus mgz. La leçon s'arrête ici. À bientôt.